Bon, bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, voilà, Ça commence bien. ça commence bien. J'allais attendre que je ne plus rire, mais bon, voilà, autant commencer parce que sinon on en avait pour la journée. Euh, mais écoute, bah merci déjà. Hein, merci d'être là pour ce moment de rencontre, d'interview. En plus de nous accueillir chez toi. Alors, évidemment, souvent le rire, ça traduit un peu de gêne. Je pense que c'est le cas. Parce que, bon, je faisais le calcul, ça fait, je pense, une vingtaine d'années qu'on se connaît, qu'on a partagé plein de choses dont on ne parlera pas de tout aujourd'hui, parce qu'il y a des choses, voilà, il vaut mieux garder ça dans les coulisses. Et donc voilà, quelque part, c'est très étonnant voilà, de faire ce jeu-là, mais c'est intéressant aussi. C'est bien pour ça que je te l'ai proposé et c'est pour ça que tu l'as accepté. Alors, bah, la grande question, c'est par où commencer. Euh, Est-ce que tu as une idée? Par la multiplicité, justement, Ah, peut-être. ah. Alors, allons-y, alors la Puisqu'on se pose la multiplicité. question. Oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, hein, vous faites tout ça, et avec parfois le fait que les gens ne voient pas le lien entre ce que je fais. Euh, Comment est-ce que j'explique ça? Je pense que tout ce que je peux faire au niveau professionnel, c'est part vraiment de moi. Je fais aucun boulot alimentaire, enfin quand on dit alimentaire dans le sens où des gens vont au boulot parce qu'il faut ramener de l'argent, mais leur boulot ne leur plaise pas. Moi, c'est vraiment pas mon cas, hein. J'ai fait le choix de cette vie-là, même si ça amène d'autres difficultés, de, euh, de faire que ce que j'aime, que ce que j'aime. Et donc, il y a l'accompagnement psychocorporel, il y a les massages, le travail énergétique, il y a la création de cérémonies, il y a le tai chi, il y a ce que j'ai gardé de mon ancien métier de prof d'éducation physique, il y a les cours particuliers de natation, il y a depuis peu des jardins, de l'entretien de jardin, et puis aussi différentes formations où je suis amené à former des gens, notamment autour des émotions, hein, en intelligence émotionnelle, en gestion des émotions. Euh, alors, quel est le lien dans tout ça? Ben, le lien, c'est moi, c'est un homme, comme tout être humain, complexe et qui a besoin d'aller nourrir différentes parties de lui. Je me suis rendu compte en commençant dernièrement, tout récemment, à aller travailler dans des jardins, que ça m'apporte un équilibre que je n'avais pas avant. Euh, Ce retour à la terre, ce retour à l'essentiel, la nature. Il y a, moi qui travaille beaucoup en énergétique aussi avec les gens, ben, je pense qu'aller après mettre mes mains dans la terre, ça ne peut faire que du bien qu'elles reçoivent un peu tout ça. Euh, le lien, est-ce qu'il y a d'autres liens à faire que juste un homme complexe qui a besoin de nourrir différentes parties de lui? Euh, il y a beaucoup de choses dans l'accompagnement, évidemment. Le jardin moins, mais le reste est dans l'accompagnement des personnes d'une façon ou d'une autre. Et pour être encore peut-être plus précis, des passages de vie, hein, que ce soit par le psychocorporel, par le massage ou l'énergétique, par la création de cérémonies, par des formations ponctuelles. Euh, il y a vraiment cette idée de gens qui viennent me trouver parce qu'ils sont dans un passage de vie, que ce soit une difficulté ou autre, et les accompagner dans ce passage. Hmm. Il y a une notion
sur lesquels on a beaucoup échangé et où j'étais toujours très, très intéressé d'entendre ton avis et qui est certainement présent dans plusieurs des activités dont tu as présenté, c'est la notion d'ancrage. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur l'ancrage? Là, il y a beaucoup à dire, hein, je pense. J'évolue dans un système depuis des années maintenant où, où beaucoup de gens autour de moi sont en développement personnel, euh, développement spirituel, New Age. Et dans tout ça, c'est plein de belles théories. Le New Age, en plus, bon, ben, on en a déjà parlé aussi, il finit par m'écœurer complètement. Euh, Par son syncrétisme d'aller chercher des bazars à gauche et à droite, quand tu les mets ensemble, en fait, ça va pas, mais c'est pas grave, on les met quand même. Et donc ça, pour moi, c'est un manque d'ancrage. Euh, et dans ce développement personnel, il y a une notion de toujours vouloir être ailleurs, toujours vouloir être mieux, toujours vouloir être autre chose. Euh, je devrais fonctionner comme ça, je devrais réagir comme ça, je devrais être ainsi, je devrais faire ainsi. Et, et un ancrage, c'est aussi se dire, mais moi je suis là, là maintenant, et qu'est-ce que j'en fais? Il y a peut-être des choses à améliorer, évidemment, mais si c'est en se fouettant tout le temps et en étant désolé de n'être que là, mais pour moi ça c'est un manque d'ancrage. J'essaye de répondre avec des choses concrètes. Hein. Parce qu'on peut partir dans des. On parle d'ancrage, on peut partir dans des définitions voilà, complètement ésotériques. Donc, l'ancrage, c'est être ici, maintenant, c'est m'accueillir comme je suis, c'est partir du principe que justement, chaque fois que j'ai un élan vers ailleurs, un élan vers ce que j'estime, moi, être mieux, euh, je ne peux quand même partir que d'où je suis. Et si je prends physiquement euh, un élan sur un sol bien dur, c'est-à-dire j'ai accueilli qui je suis là maintenant, je vais pouvoir faire le pas suivant. Que si je ne m'accueille pas là où je suis maintenant, mais mon sol c'est un peu des marécages, et puis j'essaye d'aller ailleurs, ben oui, je serai ailleurs dans ma tête. Dans ma tête, mais vraiment, est-ce que ce sera installé ailleurs? Je ne crois pas. Ça me fait penser aussi à ça. L'ancrage, c'est pas uniquement être là au-dessus. Euh, quand moi je travaille en psychocorporel, c'est justement pour descendre à un autre niveau que le mental. Euh, c'est pour intégrer les choses et ancrer les choses dans le corps, dans notre vécu, dans nos émotions, dans nos mémoires, dans nos cellules, dans notre sang. C'est j'ai vécu plein de fois hein, des choses qui commencent à germer là au-dessus, et puis le fait de les vivre, le fait de les expérimenter, le fait de les amener dans du corporel, fait qu'à un moment donné, on se dit ah, là c'est installé, quoi, c'est ancré. Euh, voilà, ça fait déjà pas mal de choses pour l'ancrage. Oui, tout à fait. Alors, tu en as parlé, mais peut-être nous dire un peu plus la notion d'ancrage, comment tu peux la travailler en tai chi. Alors en tai chi, il y a un lâcher-prise physique. C'est pas évident, hein, on dit aux gens il faut lâcher prise, comment est-ce qu'on fait Et donc c'est vraiment physiquement, il y a une notion de lâcher dans les muscles, de lâcher le bassin qui vient donner du poids sur les pieds. Il y a une notion d'être au-dessus de sa base physiquement en tai chi. Parce que parfois les gens ont une
bassin un peu de travers, là où ils sont penchés trop en avant, penchés trop en arrière. Et si on vient un petit peu tester la posture et juste pousser comme ça, hop, il bascule. Et donc, il y a donc une notion d'axe, il y a une notion d'être au-dessus de sa base qui sont hyper importantes. Parce que si on dit à quelqu'un qui n'est pas dans son axe, ben, il faut que tu lâches prise, ben oui, mais comment il fait physiquement pour lâcher les tensions, pour lâcher le bassin, s'il est en dehors de sa base, justement. Il va tomber, en fait, il ne peut pas lâcher, il est obligé de tenir. Et donc c'est vraiment ramener les gens, il y a quelqu'un qui est à côté de cette pompe, ramener les gens dans leur godasse, pour, avec un axe correct aussi, on dit quelqu'un qui est désaxé, hein. Donc avec un axe correct aussi, pour que, une fois que la structure est bien placée, là je peux physiquement lâcher, parce que je sens que quand je lâche, je donne dans mes pieds, je sens physiquement, concrètement, la pression de la plante du pied qui se fait plus forte sur le sol. Et puis après, il y a des exercices de visualisation, on peut visualiser des racines qui s'enfoncent, on peut visualiser cette plante de pied qui fait comme une ventouse, on peut visualiser des pas qui se forment dans le sable, il y a plein de choses au niveau de l'imagination créatrice qui peuvent intervenir et qui sont hyper importantes, mais qui vont venir nourrir une structure corporelle qui est bien placée. Parce qu'autrement, on ne va pas avoir d'imagination, on a de l'imaginaire, mais c'est autre chose. Oui, et de nouveau, quand tu parles de ce travail d'ancrage ici, plus particulièrement avec le tai chi, on entend encore, hein, je trouve, cette notion de psychocorporel. Comment le psychisme et le corporel sont en dialogue. Et, et alors par rapport à ça, je me demandais en fait, mais tiens, c'est à quel moment dans ta vie que tu as pris conscience de ça, de cette chose-là dont on parle beaucoup, mais que tout le monde ne sent peut-être pas aussi fort, ce lien entre le corps et le psychisme, le corps et le mental? Alors là, tu me poses une colle. J'ai démarré le tai chi à 24 ans et fatalement à ce moment-là on en parlait beaucoup. J'ai vu différentes façons de faire du tai chi, j'ai vu différents groupements, leur façon de fonctionner. Et ça, enfin, avec ma sensibilité, en tout cas, ça se voit très fort, des gens qui planent complètement ou d'autres qui sont bien là. Ça, c'est par rapport au tai chi. Il y a eu notre formation de psychocorporel que nous avons partagée. Là, j'avais plutôt aux alentours de 33 ans, quelque chose comme ça. Où de nouveau, ben, on n'a pas arrêté de faire des liens, hein. C'était un peu le but de la formation. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant le tai chi qui m'a fait faire des liens? Je ne me rappelle pas. Donc avant 24 ans, je ne saurais plus dire. Mais par contre, à partir de là, toutes mes expériences personnelles sont passées au travers de ça. J'ai eu une polyarthrite. Malheureusement, elle est encore... voilà, il suffirait peu pour que ça redémarre. Où la médecine classique me disait à l'âge de 32 ans, monsieur, on ne saura rien faire pour vous que de vous soulager. Ce sera toujours pire, c'était clairement le discours des médecins. On ne va pas pouvoir vous guérir, alors que je serais à peine sortir de mon lit. À cet âge-là, c'est un discours qui est un peu... Bon, enfin voilà, c'était ce qu'eux ils croyaient. Et donc ça m'a amené aussi à me tourner vers des médecines parallèles, vers d'autres façons de faire, voir un petit peu les liens entre l'arthrite et l'alimentation, voir les liens entre l'arthrite et le psychologique et les émotions, l'émotion de colère qui amène de l'acide, le stress qui amène de l'acide, le sucre qui amène de l'acide. Et cet acide-là, ben, à un moment donné, il faut bien que ça se retrouve quelque part dans le corps. Et
d'autres choses, je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, ces liens, je les ai expérimentés au travers de cette maladie, mais au travers de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'ancré. On parlait d'ancrage, c'est quelque chose d'ancré. Quand il y a quelque chose qui m'arrive, comme expérience positive, agréable, moins agréable, euh, c'est ancré qu'il y a un lien étroit, je fais en tout cas un lien étroit entre ce que je vais penser, tout le psychique et ce qui se passe dans mon corps. Oui, c'est. On- Tu disais tout à l'heure par rapport à la diversité, la pluralité, la multiplicité de ce que tu peux proposer dans la forme, qu'il y avait ce point commun qui était que ça partait de toi. Et c'est vrai que avec ce que tu nous partages là à l'instant, euh, on sent que ce toi, justement, c'est quelque chose qui s'est construit, qui s'est construit, et que si ces différentes choses émanent de toi, de ce centre, mais c'est que c'est un centre voilà, qui est un axe, qui est un axe qui est, oui, qui a été nourri, encore une fois, par ces expériences. Oui, ça paraît présomptueux peut-être de l'extérieur ou pas juste pour certains, mais je pars beaucoup de moi et de mon expérience. Je suis mon sujet d'expérience principal et j'essaye de faire les expériences le plus possible en conscience. Et donc ça m'amène plein d'éclairages sur la vie. Et quand j'interviens, quand j'accompagne quelqu'un en psychocorporel, je n'hésite pas parfois à parler de moi. Alors, il y en a qui diront, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne garde pas la distance, ou il fait des projections, du coup, hein, ça pourrait être ça, je dois être vigilant à ne pas projeter des choses. Mais non, je n'hésite pas à parler de moi parce que dans mon accompagnement, je pars du principe qu'on est tous dans le même bateau, que je peux accompagner la personne parce que je connais des théories que la personne ne connaît pas, mais surtout, je peux accompagner la personne parce que j'ai fait un chemin que la personne n'a pas encore fait. Euh, et j'ai fait un chemin en conscience, j'ai expérimenté, j'en ai tiré des conclusions. Euh, et donc, de ce fait, je n'hésite pas à dire à la personne, oui, je suis dans le même bateau que vous, hein, je suis humain comme vous, on est tous parfois à sortir nos rames, voilà, c'est comme ça. Mais ce que vous me parlez là, moi j'ai vécu ça il y a quelques années, j'en ai tiré ça de l'expérience. Et ça, ça me paraît important de se rendre compte. Ça ne m'intéresse pas d'être sur un piédestal en tant que le thérapeute qui sait. Euh, Ça va me faire chier, j'ai pas envie que la personne me mette sur ce piédestal. Donc, donc j'aime bien ramener les choses à du concret et à dire que je suis humain comme vous. Et je me dépatouille aussi comme vous dans certains trucs. Ça, c'est une chose. Euh, mais je pense que ça peut aider certaines personnes d'entendre que quelqu'un est passé par l'expérience, en est sorti grandi, on a tiré des conclusions qui l'épanouissent, qui l'aident pour la suite de sa vie, et partager l'expérience tout simplement, et voir, tiens, et vous qui n'êtes pas moi, comment est-ce que vous pouvez vous approprier l'expérience que je viens de vous partager? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Comment est-ce que vous l'adapteriez à ce que vous êtes vous? Euh, voilà, j'aime bien travailler comme ça. Hmm. Quand tu parles de ta façon de travailler, euh, ben, moi ce que j'entends aussi, ce sont les valeurs qui sont les tiennes, les valeurs qui sont ancrées, pour reprendre le terme. Euh, est-ce que d'une certaine façon aussi on ne pourrait pas dire que dans ton parcours et donc aussi de là où tu en es aujourd'hui, finalement ce sont tes valeurs qui ont été un fil conducteur de tout ça? Je ne sais pas si elles ont été un fil conducteur, mais elles sont hyper importantes dans ma vie. Je m'en suis rendu compte en comparant. Euh, Dans mon éducation, de la part de mon père, les valeurs avaient une place
énorme. Et donc moi je trouve ça normal puisque je vis ça depuis que c'était la norme pour moi. Et puis en grandissant, j'ai comparé, j'ai regardé autour de moi comment les gens fonctionnaient. Si on leur demande leurs valeurs, certains ne savent pas. Euh, si certains savent, mais ne font pas le lien entre les valeurs qu'ils disent défendre et par contre comment ils fonctionnent dans la vie. Et moi, j'accordais une telle importance à ça. Je dis j'accordais parce que j'ai heureusement mis un bémol, j'étais un peu psychorigide sur le truc. J'ai heureusement mis un bémol. Je pense que dans le regard de certains, je reste psychorigide. Avec des trucs bien. Mais moi, dans mon regard, en sachant d'où je viens, waouh, quelle souplesse j'ai mis au fur et à mesure des années par rapport à ce système de valeurs euh, où il est plus nuancé, où j'en fais moins des principes justement. C'est important pour moi de faire la différence entre valeurs et principes dans une logique qui n'est que peut-être que ma définition à moi. Un principe va être plus rigide, va être plus cadenassé, et un principe va se garder quelle que soit la situation qui est en face. Alors qu'une valeur pas. Une valeur, on va l'adapter à la situation, à la personne. Voilà. Donc, mais c'est vrai que les valeurs font partie intégrante de ma vie et je sais lesquelles je défends et je sais comment je les mets en place. D'ailleurs, quand j'animais, parce qu'on est un peu dans une transition là où sans doute je vais arrêter les voyages initiatiques avec Joël, c'était un exercice que j'adore faire dans notre rencontre de préparation du désert. Donc on rencontre toujours les gens avant, on prépare un petit peu le bazar. Et on leur demande de créer un peu une charte, un cadre de fonctionnement, comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble. Et c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, hein. On va s'écouter, on va se respecter, on veut ça, on veut mettre ça dans le groupe. Et puis après, je leur fais faire un jeu. Voilà, tout à fait anodin, un jeu avec un ballon, voilà, j'invente n'importe quoi comme jeu. Et puis après le jeu, et quoi, comment vous vous sentez? Ah, génial, on s'est bien amusé, on reste en surface, c'était super. Et puis on se pose et on gratte un peu, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es senti écouté? Ah non, pas du tout. Non. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es senti respecté? Ah non, pas du tout. Et on se rend compte en fait qu'entre les belles idées, les concepts, le conceptuel que les gens peuvent avoir, et puis quand ils n'y pensent plus, quand ils ne savent pas qu'il y a un lien entre le jeu que je fais faire et la charte qu'ils viennent d'établir, quand ils n'y pensent plus et qu'ils se lâchent et qu'ils jouent, on se rend compte qu'ils ne fonctionnent pas suivant leur beau concept, pas toujours en tout cas. Et donc, ça, c'est succulent à mettre en lumière pour justement dire, regardez, on revient à l'ancrage, regardez le conceptuel là qui est beau, moi je partage les mêmes trucs que vous, mais c'est pas ancré. C'est pas ancré, et si on n'avait pas pris le temps de débattre et de poser des questions judicieuses de tiens, regarde à tel moment, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, tout le monde s'était bien amusé et personne ne s'est rendu compte que c'était pas ancré et que c'était pas vécu dans le concret. Ouais. Dans tout ça, là, chaque expérience, chaque témoignage que tu nous fais sur ces questions, voilà, j'ai vraiment ce sentiment d'une immense cohérence à travers tout ça, et c'est un thème qui revient d'ailleurs en soi. Je veux dire par là que cet exemple que tu me cites, que je trouve merveilleux, il y a le discours, et le discours qui, je vais me permettre le terme, est un peu convenu, parce que voilà, et moi j'appelle ça aussi le milieu New Age, et j'en fais partie, que oui, effectivement, le respect, l'écoute, la bienveillance, la reconnaissance, etc. On sait qu'il faut, on sait qu'il faut. On va bien être fort pour aller pointer chez les autres, mais par l'expérience. Mais pas l'expérience toute seule. L'expérience avec
un regard extérieur, une discussion avec quelqu'un qui est là, pour dire voilà, ok, ce que ton expérience était ce que tu as vécu, je me suis bien amusé, et en même temps, regarde ce que tu peux en apprendre. Et on parlait cette question de psychocorporel. Ah, voilà, moi j'ai l'impression dans cet exemple-là, c'est aussi ces fils-là qui se tissent. Bien sûr, c'est clairement du psychocorporel. On vient de faire un jeu, on vient de vivre des choses dans le corps. Et puis à quoi est-ce que ça m'amène? Comment est-ce que je peux me rendre compte au travers de moi qui avait dit on va s'écouter et on va être dans le respect, dans la tolérance? Comment est-ce que je peux me rendre compte que, ah tiens, on vient de jouer et j'ai pris l'ascendant sur les autres, j'ai dit aux autres comment ils devaient fonctionner sans leur demander leur avis, sans leur demander si ça leur convenait ou pas. Tout ça dans le mouvement et de façon très joyeuse. Et en attendant, c'est comme ça qu'il fonctionne. Pour moi, oui, on est en plein dans le psychocorporel. Oui, tout à fait. Et dans cette convenance dont tu parles, ben oui, les choses reviennent tout le temps. Écoute, respect, bienveillance, authenticité. Moi, je vais faire un voyage dans le désert. C'est pour me retrouver moi, donc me permettre d'être authentique. Et simplement parfois poser la question, ah d'accord, donc vous me dites que vous voulez que tout le monde soit dans la bienveillance, qu'on fasse attention à ne pas agresser les gens et tout ça, et vous voulez aussi que tout le monde soit authentique. Est-ce qu'il n'y aurait pas parfois des situations où, si je suis authentique, je suis désolé, mais je ne vais pas être dans la bienveillance du tout? Si à un moment donné, je vais rechercher des trucs où j'ai besoin de poser mes limites, si je vais rechercher des trucs où je me sens mal, j'ai de la colère et la bienveillance, je choisis quoi, l'authenticité ou la bienveillance envers les autres? Et donc, ça veut dire que parfois, je n'ai pas la même définition de la bienveillance que les autres. La bienveillance, c'est pas édulcorer tout et mettre des arrondis partout pour que tu le prennes bien. La bienveillance, c'est d'où est-ce que ça part chez moi? Est-ce que mon but c'est de le détruire ou est-ce que mon but c'est de m'exprimer et d'être authentique? Mon but est de m'exprimer et d'être authentique, pas de te détruire, c'est déjà de la bienveillance. Après, en effet, il y a comment est-ce que je dis les choses, comment est-ce que je me comporte. Je peux être attentif à tout ça, mais plus je vais être attentif à tout ça pour ne pas te faire de tort, moins je suis authentique. Et donc c'est important aussi pour les gens de ramener un petit peu du complexe et de la nuance. C'est pas aussi simple qu'on va décider d'être ça et ça. Il y a des moments où comment est-ce qu'on va naviguer avec tout ça, ce sera plus complexe que de nouveau quand on est simplement dans le conceptuel. Oui, quand je t'écoute, comme on se connaît, comme on a partagé plein de choses, en cet instant en particulier, puisqu'on parlait de ton éducation, les valeurs, la distinction que tu fais avec les principes, j'ai ce sentiment-là d'un lien, d'une connexion entre ce que tu fais là, par rapport, alors on va pas parler de valeurs, mais par rapport à des concepts ou des notions, la bienveillance, le respect, l'écoute, l'authenticité, et comment dans la famille politique, oui, donc en fait, oui, là je repense à des échanges qu'on a pu avoir, et particulièrement ici, hein, donc par rapport à ces concepts, ces notions, écoute, bienveillance, ben, je repense, oui, à des choses que tu as pu me partager par rapport aux appartenances politiques, à l'éducation politique que tu as pu avoir dès l'enfance, dans ta famille, dans ton engagement, et après, dans le questionnement entre, ok, il y a ce discours-là, mais dans la pratique, comment ça se traduit et quel est le vrai sens de ça? Est-ce que toi tu vois un lien aussi entre les deux ou c'est mon imagination? Entre les deux, tu dis Entre ce que tu fais aujourd'hui dans ce travail psychocorporel, notamment dans l'exemple que tu nous cites, mais qu'on aurait pu trouver aussi, j'imagine, en individuel aussi, ou même dans la création de cérémonies, et ce parcours que tu as pu faire personnellement au niveau politique. Ouais, je vois des liens. Un, c'est la nuance.
remettre de la nuance dans les choses. Euh, Deuxièmement, se dire que quand je prends une direction, je suis maintenant conscient que c'est un parti pris. Et que c'est pas parce que je détiens la vérité, c'est pas parce que j'ai raison. Euh, Quand on n'est pas dans la nuance, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Et donc on défend un ou l'autre, on prend une direction, c'est parce que c'est ça qui est juste. Et moi, noir et blanc, voilà, je navigue. Je mets beaucoup de nuances dans tout, je vois à quel point le monde est complexe, les choses sont complexes, l'humain est complexe. Et de ce fait, à un moment donné, j'ai mis les choses dans la balance, ok, il y a ça comme avantage, il y a ça comme inconvénient, d'un côté comme de l'autre, et puis je prends un parti pris. J'ai dit, moi je vais prendre ce chemin-là qui va plus défendre ça, tout en sachant que c'est jamais que d'après ma vision des choses, que je ne détiens pas la vérité, et tout en sachant que c'est jamais que, justement, après avoir confronté tout, euh, c'est une envie pour moi d'aller par là. Voilà. Mais que j'aurais très bien pu aller dans un autre sens. Et donc, si aujourd'hui je défends toujours des valeurs sociales de façon très forte, mais bon, elles sont ancrées aussi, de nouveau, hein, depuis l'enfance. Je vois aussi, de par mon boulot, où une des constantes de mon accompagnement des gens, c'est d'essayer de les amener à être le plus possible responsables de leur vie. Tout simplement parce que plus on est responsable, plus on a un pouvoir d'action et de changement, s'il y a des choses qui sont douloureuses, qui ne vont pas. Et dans cette notion-là, ben, je vois justement toute la complexité entre des valeurs sociales et des partis politiques plus axés sur le social, qui, la dérive, c'est ben, on forme des assistés parfois, des personnes assistées qui prennent plus leurs responsabilités. Et donc comment est-ce que moi je jongle avec tout ça en essayant d'amener les gens à être le plus possible responsables et en gardant mon cœur ouvert, mon empathie et mes valeurs sociales. De nouveau, je suis comme ça. Et à certains moments, je vais prendre un parti pris, à d'autres moments, je vais prendre un autre. Et les gens, peut-être de l'extérieur, j'en sais rien, j'en ai jamais parlé, peuvent peut-être se demander, oui, mais pour finir, il est où lui? Ben, il est dans l'humain. Voilà. Il est dans l'humain qui ne sera jamais ni tout blanc ni tout noir. C'est, pour moi, c'est vraiment pas rien ce que tu dis là. Euh, En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on entend peu. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je t'ai interviewé, au-delà de l'affection, du respect, de l'admiration que j'ai pour toi. Parce que ce que tu viens de dire là, tu vois, pour moi, c'est à la fois un parti pris social. Ça aurait pu être un autre parti pris. Et ce qui est assez extraordinaire quand on t'entend, c'est qu'il n'y a pas de condamnation d'un parti pris plus libéral, plus centré sur l'individu ou sur les principes économiques. Mais que, comme on dirait en psychologie, tu vois l'ombre. Tu vois l'ombre réelle et pas seulement théorique de cette orientation-là. Et que du coup, cette notion de responsabilité, d'autonomie, qu'on va plutôt entendre à droite, en fait, mais c'est quelque chose à écouter, même quand on est à gauche, même quand on a des valeurs sociales. Bien sûr. Moi qui suis dans l'humain, dans la complexité de l'humain, dans la nuance, je ne peux pas être d'accord avec ce qui se passe au niveau politique. Dans le sens où le politique pour le moment est clivant. Justement, ils sont à gauche ou ils sont à droite. Et s'ils étaient au service de l'humain, c'est pas possible d'être ou à gauche ou à droite. S'ils étaient vraiment au service des gens,
ils ne peuvent que jongler avec les deux. Parce que l'humain est les deux. L'humain va avoir envie et besoin de solidarité et de coopération. Et l'humain va avoir envie de pouvoir, de développement personnel, de challenge. Et si on dit, moi je suis que là, je laisse toute une partie de ce qui fait l'humain de côté. Et ce n'est même pas le clivage en disant, on pourrait le voir de façon électorale. C'est-à-dire, en choisissant ça, je laisse tout un électorat de côté. Ou en choisissant ça, je laisse tout l'autre électorat de côté. Même en voyant les choses comme ça, pour moi, c'est pas juste. Parce que celui qui va être mis à la tête d'un pays, il est censé être là pour tout le monde et pas pour son électorat. Donc c'est déjà pas juste en voyant les choses comme ça. Mais je ne vois même pas, il y a ceux qui ont voté pour ça, il y a ceux qui ont voté pour ça. Je vois l'humain. L'humain qui, lui, est complexe et qui, à l'intérieur de lui, a les deux. Et donc, il n'y a pas je suis dans votre mouvance et eux ne sont pas dans la mienne. Tout le monde fonctionne de la même façon. Je ne connais aucun être humain qui fonctionne d'une seule façon et pas de l'autre. Qui croit, oui, de nouveau, conceptuellement, je défends des valeurs, conceptuellement, j'ai une vision binaire, je sépare les choses, moi je suis tout blanc, je suis le bien, eux ils sont le mal. Ça, là au-dessus, on le croit. Mais de nouveau, si je leur faisais jouer un jeu, on verrait ce qui est ancré et on verrait comment il fonctionne réellement. Et l'humain n'est pas tout blanc ou tout noir, même s'il le croit là-dessus. C'est pas vrai. Et donc je pense qu'un politicien, le seul politicien auquel je pourrais avoir confiance, c'est celui qui voit la complexité de l'humain et qui amène de la nuance. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Ils amènent de la division, ils sont tout blancs ou tout noirs. Avec en plus le fait que l'autre a toujours tort. Pour un, l'autre a tort, pour l'autre, c'est le premier qui a tort. On peut amener que la guerre, ça n'a aucun sens à nous dire. Comme tu parles du blanc et du noir, forcément, et qu'en plus on a parlé du tai chi, tu me vois venir avec mes grands sabots. Oui, j'aimerais bien te poser la question, si justement sur le yin et le yang et le tao, et l'un, tu aurais envie de dire des choses, tout en me disant que, voilà, du coup, ça nous amène peut-être aussi à des terrains moins concrets, mais plus philosophiques ou plus spirituels. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie d'ouvrir la porte vers ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mais même si on parle d'une philosophie ou d'un symbole, comme le symbole taoïste, le symbole tai chi, hein, le yin et le yang, moi j'aime bien ramener les choses en concret de toute façon. C'est quelque chose que je développe souvent, que j'explique souvent dans l'accompagnement psychocorporel à des gens justement qui ne mettent pas de nuance et en souffrent. Quand je me rends compte que leur souffrance vient du fait qu'ils veulent être que d'un côté et pas de l'autre. Avec une société qui pousse à ça, hein, une société qui pousse à rester tout le temps jeune. Et puis à un moment donné, on arrive à un certain âge et on en souffre. Une société qui pousse à être tout le temps en forme, alors que les cycles de la vie, on n'est pas tout le temps en forme. Et donc, j'explique cette notion d'équilibre ou d'harmonie. Je pourrais mettre le mot harmonie à la place d'équilibre. C'est-à-dire que ce n'est, dans ma vision des choses, et ce symbole tai chi, ce n'est pas un équilibre figé, c'est un équilibre en mouvement. C'est un équilibre en mouvement où à certains moments on va se permettre d'être pleinement dans le noir et à d'autres moments on va se permettre d'être pleinement dans le blanc. Et c'est parce qu'on est pleinement dans les deux qu'on fait l'équilibre. Et ce n'est pas une recherche d'intermédiaire, un gris où je serai en équilibre, mais surtout ne plus bouger et tout figer. C'est vraiment cette recherche d'harmonie. Et pourquoi est-ce que j'adhère à ça? Parce que bon, ça pourrait, évidemment, je fais du tai chi et c'est le symbole tai chi, mais
c'est pas ça qui m'y a fait adhérer. Ce qui m'y a fait adhérer, c'est de regarder autour de moi comment fonctionne la nature. La nature fonctionne comme ça. Il y a le jour et la nuit. Et si certains choisissaient uniquement le jour, ben, à un moment, ils seraient bien fatigués et ils s'écrouleraient. Et si certains choisissaient uniquement la nuit, ben, à un moment donné, c'est plus viable non plus. C'est l'équilibre en mouvement, c'est parce que je me suis permis de me reposer pleinement que je suis en forme pour l'action du lendemain. C'est parce que je me suis permis d'être pleinement dans l'action que j'ai un sommeil réparateur et que j'ai besoin de ce sommeil et je m'endors facilement. Il est là cet équilibre. Et pour moi, il se trouve partout dans la nature. Entre la montée de la sève, la descente de la sève, entre tout ce qui se passe au niveau de nos poumons. J'inspire et j'expire, mes battements de cœur qui appellent le sang, qui repoussent le sang. Si tout ça cherchait un équilibre gris au milieu du noir et du blanc et disait « Ah non, je ne peux plus m'ouvrir je ne peux plus me fermer, je dois rester là au milieu du bazar. Je ne peux plus inspirer, je ne peux plus expirer, je dois rester dans un truc au milieu du bazar, mais on serait mort. » Donc c'est en observant ça que j'ai vraiment adhéré au symbole Tai Chi. En disant, mais la vie, elle est là. La vie, elle est dans la vie et la mort. Pourquoi les gens, ils veulent que la vie? La mort fait partie du bazar. Il n'y aurait pas de vie s'il n'y avait pas de mort. C'est cette notion de dualité complémentaire. Donc c'est ça en fait, hein, c'est quand beaucoup de choses dans la vie des gens sont séparées et se battent. Donc, par exemple, moi je suis comme ça et je suis comme ça. J'accompagne beaucoup les gens là-dedans. Hein. Ils me disent je suis ça et je suis ça et ça ne va pas ensemble et ça se combat. Okay, et c'est voir, et souvent ils en rejettent un au profit de l'autre. Avec celui qui a été rejeté ou mis en déni, qui va gueuler de plus en plus fort, et puis à un moment donné on bascule. Et on rejette on rejette l'autre au profit du premier. Et donc, on pourrait croire qu'on est dans un équilibre en mouvement. Parce qu'une fois, c'est un qui prend le dessus, une fois, c'est l'autre qui prend le dessus. C'est une espèce d'équilibre en mouvement. Et c'est pour ça que je remplace le mot équilibre par harmonie. Parce que, à partir du moment où ça se fait dans la guerre, en disant un prend le dessus aux dépens de l'autre, en mettant l'autre en déni, en écrasant l'autre, ok, si c'est parfois l'un, si c'est parfois l'autre, il y a un équilibre, mais il n'y a pas d'harmonie. Alors qu'en alchimie, c'est le mariage alchimique. En taoïsme, c'est la complémentarité des opposés, de ce qui pourrait être vu comme opposé, des antagonistes. Ce n'est pas une guerre avec un qui va être écrasé et l'autre qui va gagner, même si parfois ça change. C'est au contraire, comment est-ce qu'on fait la paix? Comment est-ce qu'on se rend compte que les deux sont importants pour moi? Que dans certaines situations, je vais vivre un, dans certaines situations, je vais vivre l'autre, et que quand je vis un, ça nourrit l'autre. Et quand je vis l'autre, ça nourrit le premier. Et là, on est dans un mariage, et ce n'est plus un qui prend l'ascendant parce qu'il a gagné sur l'autre, c'est un qui prend l'ascendant parce que ici, c'est ça qui est le plus judicieux. Et qu'à un moment donné, ce sera plus judicieux l'autre. Là, c'est cette création d'harmonie-là qui me semble important. Là, je vole peut-être un peu haut. Si je veux ramener dans du concret, moi, je suis un être très sociable, mais j'ai besoin de solitude énorme. Et donc, si j'étais dans la guerre à l'intérieur, comment est-ce que ça fonctionnerait? Ça fonctionnerait par je choisis la solitude. Puis je mets mon besoin de sociabilisation complètement écrasé parce que j'ai besoin de mon territoire, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de respirer, ok. Et puis à un moment donné, mon besoin de sociabilisation, il viendrait gueuler si fort qu'il ce serait bon, un basculement, il prendrait le dessus, et je suis tout le temps avec les gens, et l'autre est écrasé. Mais non, si j'accueille les deux, si je sais que j'ai besoin des deux, je vais mettre en place une façon de fonctionner où là j'ai mes bulles à moi, et puis là j'ai mes bulles sociales. Et c'est parce que je me permets pleinement d'être avec moi,
d'avoir ma respiration tout seul, qu'à un moment donné, ça nourrit le fait que j'ai besoin d'être avec des gens. Et c'est parce que je me permets pleinement d'être avec des gens et que c'est génial qu'à un moment donné, ça nourrit le besoin de me retrouver tout seul. Et là, on a fait ça, on a fait ça avec un qui gagne et l'autre qui perd. De nouveau, je trouve ça très fort. C'est très fort cette nuance, cette différenciation que tu amènes entre l'équilibre et l'harmonie. Et je ne vais pas parler beaucoup de moi, mais juste pour partager que, en ce qui me concerne, puisque j'ai des états comme ça, des hauts et des bas très, très marqués, avec le temps, je me rends compte de, parce qu'on pourrait se dire, voilà aussi, bah, comme tu le disais, bah, il y a un équilibre parce que des fois c'est en haut, l'énergie est en bas. Et d'avoir, voilà, de trouver quelque chose de plus nuancé, où chaque chose peut avoir sa place. Et quand c'est en bas, bah, c'est pour plus dans les moments de repos que c'est plus approprié. Et quand c'est en haut, dans des moments plus d'activité, voire d'hyperactivité, mais qui, pour arriver à l'harmonie, aussi, j'essaie d'y inclure de plus en plus le bas pour ne pas aller dans l'excès et vice-versa, et dans le bas de ne pas me laisser entraîner dans le bas, mais de remettre un peu de mouvement aussi dans ce bas. Donc voilà, tout ça pour témoigner que au niveau personnel, ce que tu dis, je trouve, c'est pas seulement me touche, mais me parle. Et alors, oui. Tu emploies le mot excès et ça vient jouer dans ce symbole yin-yang, les extrêmes. En fait, l'idée c'est de me laisser aller pleinement dans un, mais quand je suis dans le paroxysme d'un, il contient déjà le germe de l'autre, hein. C'est le symbole. Hein. Euh, et, euh, et donc c'est ce cercle, en tai chi on va beaucoup parler du cercle, c'est ce cercle qui fait que je vais pouvoir basculer dans l'autre, il y a quelque chose de facile. Et, si on va dans un extrême, ça veut dire qu'on refuse le fait qu'il y ait le petit germe de l'autre. Et on sort du cercle. Et quand on sort du cercle, après pour revenir de l'autre côté, ben de nouveau, c'est toujours une bataille, c'est toujours un effort, c'est toujours... Ça, c'est concret dans le geste au niveau du tai chi. C'est cette rondeur qui fait que un système de poulie, je vais accueillir l'autre, donner à la terre et repousser. Ok, donc je l'accueille et puis je le repousse. C'est bien des antagonistes, ça. Hein. Mais il y a quelque chose de rond. Il y a quelque chose de rond qui fait que hop, ça se fait facilement. Si je l'accueille de trop au point d'être dans un extrême et de ne pas avoir gardé mon espace, ça va me demander un effort de dingue de repousser. Si je repousse trop loin, au point de l'éjecter bien loin et de laisser aucune place pour le petit germe de l'accueil, ça va me demander un effort de dingue de le réaccueillir. Ouais, ouais, ne pas aller dans les extrêmes et rester dans le cercle, dans le cycle. C'est très fort. Moi, je parle beaucoup d'autres mots, c'est pas grave. C'est très fort parce que moi, ce que je retiens aussi, c'est cette inclusion de l'autre polarité, même quand je suis pleinement dans une polarité. Et ça, justement, moi, on peut voir la différence avec l'exemple que tu citais de ces extrêmes où, quand on est tout à fait dans quelque chose, mais c'est en rejetant complètement l'autre partie. Et voilà, moi je trouve ça très fort. Et du coup, je souris parce que ce sont des sujets sur lesquels on a beaucoup parlé. Donc j'ai quelques idées, mais tu vas peut-être me surprendre. Parce que quand on parle du yin et du yang, de l'équilibre et de l'harmonie, moi ça m'évoque les rapports hommes-femmes. Alors, dans cette thématique-là, comment est-ce que toi, voilà, par rapport à toi, puisque ça part de ton expérience, comment est-ce que tu vois aujourd'hui les rapports hommes-femmes de notre société?
ça m'amène sur un sujet, ça ne répondra peut-être pas tout à fait à ta question, mais ça parle de ça quand même, je crois. Étant beaucoup dans des groupes de développement personnel et spirituel, tu le sais comme moi, quand il y a 30% d'hommes, on est content. Et j'ai plusieurs fois, j'allais dire souvent, je vais mettre une nuance, mais bon voilà, une nuance politiquement correcte. Ça t'arrive de temps en temps aussi d'être un peu politiquement correct. J'ai plusieurs fois entendu des femmes dire nous on fait le taf, nous on fait le boulot et on commence vraiment à en avoir marre que les hommes ne fassent pas. C'est-à-dire nous on fait des activités où on va chercher en soi, où on essaye d'améliorer les choses et c'est pas juste qu'on soit les seuls à faire le boulot. Et ce discours-là me fait bondir. Parce que ça veut dire de nouveau qu'elles partent du principe qu'elles ont raison et que l'autre a tort. Ça veut dire qu'elles partent du principe que l'introspection c'est le bien et l'homme qui lui est dans autre chose c'est le mal. Et que tout le monde devrait faire comme elle. Et je suis absolument pas d'accord. Est-ce que le mec qui va à un match de foot et boire ses bières et rigoler avec ses copains, est-ce qu'il commence à râler sur la femme qui se regarde le nombril en permanence en développement personnel, en disant elle commence à m'emmerder, quand est-ce qu'elle va venir s'amuser avec nous, quand est-ce qu'elle... Ils font pas ça les mecs. Ils ne partent pas du principe que c'est une congrésons. Ils vivent leur truc pleinement, point. J'aimerais bien que les femmes fassent pareil de l'autre côté. Qu'elles vivent leur truc d'introspection. Moi j'ai un côté féminin comme toi assez développé, donc je suis beaucoup dans cette introspection. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait de juger celui qui fonctionne autrement. Et ça m'amène à l'idée du couple. Alors, de se dire, ben oui, il y en a un qui va fonctionner d'une certaine façon, il y en a un autre qui va fonctionner d'une autre façon. Est-ce que ça ne peut pas faire couple? Est-ce que si on est dans la paix, si on accueille les deux façons comme ah c'est génial, ça amène une harmonie, est-ce que ça ne peut pas faire ça? Plutôt que de décider, mais non, c'est nous qui avons raison, tout le monde devrait venir de notre côté, ça ne me semble pas juste. Le couple, pour moi, c'est justement un équilibre et une harmonie. Donc, pas un équilibre comme je vois malheureusement beaucoup de couples fonctionner autour de moi, où de nouveau, c'est un qui prendra l'ascendant dans un domaine, mais il le payera, c'est l'autre qui va prendre l'ascendant dans un autre domaine. Ça arrive, hein, je vois quand même. Et naturellement, je reçois aussi des couples en thérapie, donc c'est un peu biaisé ma vision des choses. Hein. Quand je dis je vois des couples autour de moi, ben oui, c'est aussi ceux-là que je reçois. Les autres, ils ne viennent pas. Hein. Mais même en regardant autour de moi, dans mes copains, dans mes amis, dans mes connaissances, il y a cette notion de dans un domaine, c'est moi qui vais gagner, et dans un autre, c'est toi, et puis à un moment donné, on n'en parle même plus, c'est un accord implicite, et on trouve notre équilibre comme ça, et on s'en rend même pas compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le combat. C'est vraiment que chacun se dise waouh, l'autre, ce qu'il fait, moi, je ne sais pas le faire. Et donc, on va faire couple. Et de ce fait-là, ça va créer une harmonie ensemble. Et si on part de ce principe-là, en plus, on va se rapprocher. Parce que si on part pas du principe j'ai raison, mais si on part du principe l'autre a quelque chose à m'apprendre, ça veut dire que je vais essayer de prendre un peu de toi et tu vas essayer de prendre un peu de moi. Que quand on part du principe j'ai raison, c'est je sais que tu viennes chez moi et moi je sais que tu viennes chez moi. C'est pas du tout la même dynamique. Oui, c'est pas grave. Je vais réutiliser les mots, mais en tout cas, oui, ça m'impacte beaucoup ce que tu dis. Ce que je trouve que à chaque fois, c'est la nuance que tu amènes, la complexité. Parfois, je peux la voir comme quelque chose qui soit complique, soit qui est de l'eau tiède, et c'est pas du tout ça.
que tu nous proposes. C'est au contraire une voie pas évidente du tout, pas évidente du tout, qui n'est pas, qui est mouvante en plus, qui est chaque fois à reconstruire, qui demande de prendre sur soi, d'accueillir ce qui est aussi tellement différent de soi. Et quand tu parlais de la tolérance, oui, c'est facile de parler de la tolérance en général, à quelque niveau que ce soit. Parce que c'est vrai que là aussi, on pourrait en parler. Tu as la notion de tolérance obligée au niveau racial, ethnique ou à tous les autres niveaux. Donc, voilà, pour dire que je trouve ça vraiment super important, ça. Je ne sais pas si par rapport à ce que je veux dire, tu Oui. voudrais rebondir, oui. Oui, parce que tu parles d'eau tiède et ça me ramène aux politiques. Quand j'étais encore fort engagé, adolescent, fort engagé, j'entendais le discours auquel j'adhérais à ce moment-là, il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite, et les partis qui veulent être au centre, c'est vraiment des petits zizi. C'est vraiment ceux qui n'ont pas les couilles de prendre une décision et de prendre parti, justement. Hein. C'est l'eau tiède. C'est ceux qui, oh, nous, voilà, on va pas trop se mouiller, quoi. Et donc, ma posture aujourd'hui, d'être là, d'essayer d'être là au centre, pourrait être prise comme ça, de l'extérieur. Ça pourrait être, lui, il se mouille pas. Or, c'est pas du tout ça. C'est je me mouille pleinement à certains moments d'un côté en disant non, non, moi je défends ça. Et je me mouille pleinement à d'autres moments de l'autre côté en disant non, non, moi je défends ça. Et parce que je défends la complexité, parce que je défends les deux, ça m'amène à avoir un discours où ben, je suis au centre, mais je ne suis pas au centre par tiédeur. Je suis au centre, au contraire, parce que j'affirme que je défends autant ça que ça, qu'il y a de la nuance à mettre, que les choses sont complexes, elles ne sont jamais toutes noires ou blanches. De nouveau, le point de départ est différent. Ce qui fait que ben, le point d'arrivée est peut-être à peu près le même, mais ce n'est pas du tout de la tiédeur. Mais écoute, j'ai envie de me focuser peut-être un moment, si tu veux, bien, sur les rites de passage, la création de cérémonies. Je vais faire quand même un pont avec ce que tu as dit à plusieurs reprises. Bon, d'abord, tu as parlé, hein, en fait, effectivement, de passage, de la vie et de la mort, du jour et de la nuit, et il y a de ça. Et je trouve aussi que quand tu parles de ta place de l'axe, ben c'est aussi quelque chose qui parle d'un point de repère pour passer d'un état à un autre. Toujours est-il que, voilà, est-ce que tu aurais envie voilà, de nous parler de pourquoi et comment tu t'occupes de création de cérémonies, de rites de passage? Donc, je pense que ça a commencé lors de notre formation, où nos examens étaient clairement des rites de passage, et où moi qui ne suis pas justement très théorique, et qui suis plus dans le vécu, dans l'expérientiel et dans le corps, ça me convenait tout à fait, mais surtout j'en ai ressenti toute la portée. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là, lors de cette formation en psychocorporelle, j'ai commencé à m'intéresser au rite de passage, à en comprendre la portée. Comme j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai ouvert un peu les yeux sur ce qui se passait. Et ben, j'ai vu différentes choses. J'ai vu des amis qui se mariaient à l'église parce que ce qui se passait à la commune n'était pas suffisant, ce n'était pas assez profond, enfin il manquait quelque chose pour eux, ils cherchaient plus de sens, plus de profondeur. Et du coup, ils allaient à l'église alors qu'ils n'étaient pas croyants. Ce qui pour moi, surtout dans mon côté psychorigide de l'époque avec mes valeurs, c'était un bug inacceptable. Je ne comprenais absolument pas. Mais par contre, j'en ai tiré une conclusion, c'est
les gens ont besoin de plus de sens, ils ont besoin de plus de profondeur, ils ont besoin d'un rituel plus fort que ce qui se passe à la commune en se mariant. Et pour ça, ils sont prêts à aller même dans un truc qui ne leur parle pas. J'ai aussi observé que ma nièce, c'était le moment où ma nièce a eu sa fête laïque, donc à 12 ans. Et attends, parce que tu vas m'ennuyer, si tu commences à gratter. Et j'ai aussi observé lors de la cérémonie, j'étais très très étonné, positivement étonné, de voir que le cérémoniant insistait sur le fait que c'était un passage. Bon, je n'avais pas toujours vu ça. J'ai vécu des fêtes laïques ou des communions où c'est juste la fête. Or, la fête, c'est comme moi, c'est une partie, une petite partie de ce que peut être un rite de passage. Elle est essentielle. Elle est essentielle, mais quand c'est réduit juste à ça, le rite a perdu sa substance. Et donc là, j'étais vraiment positivement étonné de voir un officiant qui insistait sur le fait que les enfants qui étaient là devant lui passaient à une autre étape de leur vie. C'était génial. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que pour ma nièce, hors cette cérémonie, dans sa vie de tous les jours, il n'y avait rien qui avait changé. Elle n'avait pas d'autres droits, elle n'avait pas d'autres devoirs, elle n'était pas reconnue comme autre. Donc, le rite n'avait aucun sens, n'avait aucun impact, enfin si sans doute, hein, quand même un petit peu, mais il n'y avait pas cet impact fort que doit avoir un rite qui marque le fait qu'il y a un avant-rite et un après-rite. Donc pour moi, le passage à l'adolescence, il est là. Tu n'es plus un enfant, tu es maintenant un adolescent. Qu'est-ce que concrètement dans mon quotidien, ben voilà, on parle d'ancrage, hein, je reviens toujours au concret, pas en rester à des concepts, qu'est-ce que concrètement dans mon quotidien ça change? J'ai d'autres droits parce que je ne suis plus un enfant, et j'ai d'autres devoirs parce que je ne suis plus un enfant. Et ça, c'était manquant. Et donc, c'est toutes ces observations-là qui m'ont amené à un moment donné à me dire il y a eu toutes les exactions de notre religion catholique qui font que, ben voilà, moi en tout cas, j'ai bien rejeté l'Église. Et je me suis rendu compte que j'avais jeté le bébé avec l'eau du bain, comme je dis. C'est-à-dire que j'avais rejeté l'Église, l'institution, j'avais rejeté le dogme, mais j'avais malheureusement aussi rejeté ma spiritualité. Il a fallu attendre que je commence à faire du tai chi, donc à l'âge de 24 ans, pour me réouvrir et me rendre compte que cette spiritualité est hyper importante pour moi, vraiment hyper importante, mais je suis agnostique. Je ne supporte pas les dogmes qu'on impose ou qui enferment. Et attends, pourquoi est-ce que je disais ça? Où est-ce que j'en étais? Oui, donc ça veut dire que dans nos rites de passage, on avait socialement, ici en Belgique, en Occident, on a eu tendance à rejeter beaucoup l'Église. Et de ce fait, on a rejeté les rites qui allaient avec. Et on est en manque. On est en manque parce que l'être humain, il a besoin de ces rites. Il a besoin de ces moments clés qui ancrent de nouveau le fait qu'il est en train de passer à autre chose et qu'il va être reconnu comme étant autre. Alors je me suis dit, on était ensemble, hein, on était ensemble dans ce projet. Donc c'est pas je vais, c'est on va. On va permettre aux gens de créer leur cérémonie en partant d'une page blanche. Toujours en partant d'une page blanche. Ça c'est essentiel pour moi. Pour qu'ils y mettent ce qu'ils veulent. Et on est là pour les guider, on est là pour leur dire, bah, tiens, là ça se fait comme ça, là ça se fait comme ça, moi j'ai ça comme expérience, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On est là pour les guider, mais surtout les écouter.
Et c'est là que mon boulot de thérapeute, naturellement, vient s'imbriquer dans mon boulot de cérémoniant. C'est que c'est une qualité d'écoute pour me dire, ok, eux, ils ont besoin de ça. Eux, ce qui va leur parler, c'est ça. Je vais leur proposer ça, je vais les guider vers là, euh, pour y mettre les valeurs qui les concernent eux, et pas qui soient devant un curé qui parle de valeurs qu'ils ne défendent pas, qui utilisent des symboles qui leur passent au-dessus de la tête, on n'a pas compris l'importance du symbole et ce qu'il voulait dire. Non, ça va vraiment être en créant avec les gens. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs partagées par le couple? Quelles sont celles que vous avez envie de mettre en avant ce jour-là? Comment est-ce qu'on symbolise les choses? Quels sont les symboles qui vont vous parler à vous? Et alors là, le couple je parle de couple parce que c'est beaucoup de mariages que je fais, mais ça peut être évidemment des funérailles, des passages à l'adolescence, des baptêmes, ça peut être plein de choses. Mais l'idée que la personne en face de moi se réapproprie sa cérémonie et elle va vraiment faire sens. Elle va non seulement faire sens pour la personne, pour le couple si c'est un mariage, mais ça va aussi faire sens pour tous les invités qui sont là, qui n'attendent pas que ça passe, et vivement qu'on aille boire un verre, et vivement justement que ce côté rituel soit passé pour faire la fête, mais au contraire se rendre compte, waouh, la portée du rituel à partir du moment où les gens se le sont réappropriés. Et voilà ma démarche en création de cérémonie, et d'où elle est partie, de mon observation de ce qui se faisait. Et de ton expérience. C'est de nouveau de mon expérience et de mon besoin de sens. Tu vois, quand je dis, ben, tiens, la commune n'est pas suffisante, on va aller à l'église, mais on n'est pas croyant, chez moi, ça ne fait pas sens. Or, un rituel, c'est un besoin de sens. C'est essentiel d'allier les deux. Et donc, là, ça fait de nouveaux sens. Et je me suis rendu compte, parce qu'au départ, je croyais faire un peu double emploi avec la maison de la laïcité, qui justement permettait d'autres rites de passage que l'Église. Et puis, de par mon expérience, je me suis rendu compte que la maison de la laïcité fonctionnait comme l'Église. C'est-à-dire qu'elle a ses valeurs. Et si les gens ne sont pas dans ces valeurs, ben ça coince. Et certains cérémoniants vont même plus loin, ils ont leur façon de faire, et ce sera comme ça, et ce ne sera pas autrement. Donc voilà, nous sommes dans toute autre chose. Ouais. Oui, et pour reprendre des choses que tu disais par rapport à l'équilibre et l'harmonie, j'entends aussi, quand tu disais de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de ne pas, sous prétexte, et à raison, enfin en tout cas on peut tout à fait le comprendre, de rejeter l'Église, le catholicisme, tout l'impact culturel que ça peut avoir chez nous. Mais de ne pas rejeter tout l'ensemble. Et tu parlais de la spiritualité, tu parlais des rites de passage, et finalement, c'est ça, c'est d'aller de nouveau retrouver le sens, l'essence de la chose, et de ce qui pourrait paraître comme un ennemi, ou un tyran, ou que sais-je, mais de ne pas s'en limiter à ça, mais de pouvoir y voir aussi ce qui a d'important là-dedans. Ouais. Et ce qu'il y a d'important sont les messages premiers, j'ai envie de dire, des religions, avant que ce soit récupéré par, par des humains pour en faire un dogme qui amène un pouvoir. Ces messages-là, quand on a des religieux qui veulent bien communiquer entre eux d'obédiences différentes, on se rend compte que le message premier, il est quand même vachement le même, quoi. C'est quand même beaucoup la même chose, avec des nuances, justement, chacun avec sa couleur. Mais j'aime bien, moi j'aime bien faire œuvre de paix. Je ne suis pas tout le temps dedans, hein. Il faut dire qu'il y a des moments où j'ai juste envie de cogner. Et je ne vais pas dire que je me permets de cogner, mais je me permets de ne pas être dans l'œuvre de paix tout le temps, juste
justement dans ce souci d'authenticité et de nuance et de complexité de qui je suis. Il n'empêche que mon envie, c'est de faire œuvre de paix. Et pour faire œuvre de paix, ben, c'est bien de voir les différences entre les gens, les différences entre les religions, les différences entre les cultures, entre les langues, voilà. Mais c'est bien aussi de dépasser les différences et de voir ce qui fait point commun. Et voilà, j'aime bien jouer à ça. Je pense que c'est important de voir ce qui fait point commun. Ça m'amène à un souvenir, un exemple, un accompagnement. Un couple qui vient et ils amènent sur la table vraiment des besoins vachement différents. Et ils ne s'entendent pas, ils n'arrivent pas à trouver le point commun. Ils voient juste les différences, ils sont au sommet de l'iceberg, on va dire. Hein. Et donc, monsieur est en train de retaper une maison. Et lui, il veut investir son temps et son argent dans cette maison. Et madame voudrait bien partir en vacances. Et elle voudrait bien qu'on investisse un peu de temps pour les vacances. Et leur discussion jusque-là, parce qu'ils essayent de s'arranger, ils essayent de trouver un moyen de le faire, leur discussion jusque-là reste à ce niveau-là. Et tout mon travail sur 2 heures de temps, d'ailleurs, ça n'a pas duré 2 heures, ils sont venus qu'une fois, ils n'ont pas eu besoin de plus. Ça a été de ne pas rester à ce niveau-là, mais de creuser. De creuser pour aller voir où ils se rejoignaient. Parce que eux, ils viennent avec leurs différences, moi, je voulais voir où ils se rejoignaient. Et ça a été phénoménal, c'est presque une caricature, en tout cas, c'est un cas d'école de voir ça, et c'est pour ça que je l'explique et que ça me vient maintenant. C'est que, en grattant, on se rend compte que monsieur, quand il était plus jeune, il retapait des maisons avec son papa. Et c'était le seul moment où il pouvait partager avec son papa. Et madame, quand elle était plus jeune, elle avait un papa qui voyageait beaucoup pour son travail. Et le seul moment où elle pouvait partager avec son papa, c'était pendant les vacances. Et donc le besoin qui était en dessous de vacances, maison, le besoin qui était en dessous, c'était un besoin de partage. Donc ils se rejoignaient dans le même besoin de partage. Et donc de là, à partir du moment où on sait d'où ça part, on peut se dire, ben, on va aller travailler dans la maison ensemble et on va partager, et puis on partira en vacances ensemble et on va partager. Et on contemple les deux, si on veut rester là. Ou on peut créer une troisième solution, ou une quatrième, ou une cinquième, voilà. À partir du moment où on a trouvé ce point commun, et le besoin qui sous-tendait les moyens, mais on peut créer ce qu'on veut. Mais ce qui était merveilleux, c'est de voir qu'ils arrivent devant moi en disant on ne parvient pas à se mettre d'accord, alors qu'ils sont d'accord. Ils ont le même besoin. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup naturellement en accompagnant des gens et des couples. C'est les gens, ils viennent avec des moyens. Surtout en couple, ils disent j'ai proposé ça, mais elle n'en veut pas, et moi j'ai proposé ça, mais il n'en veut pas. Donc ils sont hyper frustrés, ils font de pis en pis, parce qu'ils ont chaque fois l'impression de s'investir en proposant. Je m'investis et l'autre ne s'investit pas. Et l'autre a la même impression. Et si on gratte un petit peu et si on leur fait prendre conscience que ce qu'ils amènent à l'autre, ce ne sont jamais que des moyens. J'ai proposé un cinéma, j'ai proposé qu'on se prenne un moment sans les enfants, j'ai proposé. Ce ne sont jamais que des moyens. Quels sont les besoins qui sont en dessous? Et quand on creuse et qu'on va chercher les besoins qui sont en dessous, souvent ils ont les mêmes. Et là, c'est magnifique. Parce qu'à partir du moment où ils ont les mêmes besoins, ils peuvent juste se dire ah tiens, moi le cinéma, ça ne m'intéresse pas. Moi, prendre un temps sans les enfants, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on crée d'autre à partir du besoin pour un truc où on est tous les deux d'accord?
Donc, bon, voilà, je ne sais plus quelle était la question de départ. Moi non plus, mais voilà, en tout cas, je pense que ça parlait des rites de passage, mais en tout cas, voilà, je trouve ça, euh, pour moi, à chaque fois, c'est comme si tu nous disais la même chose. Bon, après, c'est ton âge aussi, un peu, tu radotes. Oui. Il y a- Oui, je me rends compte. Déjà, j'ai été prof. En tant que prof, si tu ne dis pas 10 fois la même chose, et puis en plus, je deviens vieux. C'est foutu. Tu vas avoir beaucoup de coupures à faire au montage. Non, mais c'est vraiment oui, je trouve que c'est comme une spirale, un approfondissement, d'aller voir dans différentes couleurs, dans différents domaines, ben voilà, moi j'appelle ça un fil rouge, on peut le dire autrement, mais cette grande cohérence en fait, cette grande cohérence au travers de différentes façons d'être au service de l'humain. Au travers de ce que tu es, forcément toujours aussi. Oui, pour moi, c'est cette nuance, cette complexité, le fait d'aller gratter au-delà de la surface. Voilà, pour moi, ce sont des thèmes qui reviennent. Et alors, pour en revenir du coup aux créations de cérémonies, aux rites de passage, il me semble que c'est aussi un espace, un endroit où tu as aussi l'occasion d'exprimer une partie de toi dont on n'a pas encore beaucoup parlé en tant que tel. C'est ta part d'acteur, d'auteur, de metteur en scène. Euh, et si je te pose la question, bah, c'est d'abord parce que ça fait partie de ta vie depuis longtemps, parce qu'il y a des personnes qui te connaissent aussi par ce biais-là. Et puis j'ai l'impression que aussi, voilà, c'est une facette qui complète, qui fait partie aussi de toi et de ce que tu proposes au monde. Oui, 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 oui. Mais c'est sûr que quand je crée une cérémonie, recevoir les infos de la personne, écouter la personne, et puis mettre en forme, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui va rejoindre l'auteur. L'auteur qui écrit, cette facette de moi qui aime écrire, qui aime jouer avec les mots, qui aime trouver la formulation la plus juste, la plus subtile, sensible, voilà. Parfois la plus essentielle aussi. Donc ça, c'est une des facettes du boulot de création de cérémonie, j'ai récolté toutes les infos, et puis comment est-ce que je fais germer ça, comment est-ce que je les mets en forme. Je les mets en forme dans les mots, dans ce que je vais dire, je les mets en forme, tu parlais plus de mise en scène, je les mets en forme dans comment est-ce qu'on va se placer, à quel moment on fait quoi, et ça ça me plaît et ça rejoint de nouveau le psychocorporel. C'est de nouveau, je suis parti de ce que la personne me raconte. Et puis il y a toute une mise en forme où on va le vivre avec le corps. Maintenant, tu parlais de quoi aussi L'acteur. L'acteur. Oui, l'acteur en cérémonie vient mettre en évidence une certaine facette de moi qui va être l'humilité. Je ne suis pas tout le temps non plus, de nouveau, c'est qu'une facette, mais c'en est une. Et c'est vrai qu'en création de cérémonie, j'aime bien être juste là au service d'eux et m'effacer quand il y a besoin pour laisser pleinement la place à la personne ou au couple. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, cette nuance de je suis là, c'est moi le chef d'orchestre. C'est moi le chef d'orchestre, mais je n'ai pas besoin d'être tout le temps là devant tout le monde et que ce soit que moi qu'on voit.
C'est au contraire, au contraire. À quel moment le chef d'orchestre va et laisser faire. Euh, Ça, c'est quelque chose cet aller-retour, avec lequel je joue beaucoup en création de cérémonie. C'est quelque chose qui me tient à cœur, cette humilité de laisser la place à l'autre. Euh, En théâtre, c'est autre chose. En théâtre, ça dépend du personnage qu'on joue. Ce que j'adore dans le théâtre, c'est justement cette occasion de jouer différents personnages. En n'étant pas dupe, ce ne sont jamais que des personnages qui sont bien moi. Ça pourrait être du plus dégueulasse au plus gentil. Si je devais un jour jouer un rôle de salopard, que je n'ai pas vraiment fait, et je ne suis pas dupe, ce sera une partie de moi. Mais c'est magique d'avoir justement des espaces où on peut l'exprimer. Des espaces où je parle de cette complexité de l'être humain, je le vois comme une boule à facettes, qui est vraiment plein de facettes différentes. Et il y a des facettes qu'on ne peut pas exprimer. Le jour où j'ai envie de tuer quelqu'un, le jour où je veux mettre en avant un côté sadique, le jour où je veux mettre en avant un côté tortionnaire, qu'est-ce que je sais moi, on peut pas l'exprimer. Il y en a qui le font malheureusement, hein, mais de nouveau, c'est pas dans mes valeurs. Et donc, avoir des espaces, déjà oser les voir. Mais ça, c'est tout le boulot. On va revenir à l'ancrage. C'est tout le boulot, toi en chamanisme et moi en tai chi, d'oser descendre. C'est une des grosses lacunes du New Age et de la dimension que prennent le développement personnel et le développement spirituel de plus en plus dans ce que je vois passer sur Facebook ou autour de moi. C'est nous, on veut aller vers la lumière, on veut aller vers le beau, on veut aller et on s'illusionne. On s'illusionne parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller voir nos ombres, d'aller voir le jour où on plonge et on va voir nos ombres et qu'on les transmute. Là, c'est une vraie lumière. C'est pas une illusion. Et ça, c'est un travail essentiel pour moi et c'est ce que je veux faire, moi. Donc ça, c'est ok. Et je suis de nouveau reparti dans autre chose, mais ce qui amène la cohérence et l'interconnexion entre un peu justement tout ce que je fais. Hein. Et je disais d'abord oser voir des parts de soi qui sont quand même pas glorieuses, quoi, hein, celles-là. Et les accueillir. Si on les accueille, si on comprend, tiens, pourquoi est-ce qu'elles sont là, pourquoi est-ce qu'elles ont envie de s'exprimer, comment est-ce qu'elles feraient. Et si à un moment donné, la scène, le théâtre ou autre, la scène permet d'exprimer ça, alors c'est merveilleux. C'est merveilleux comme recherche sur soi, comme complétude, et là on est sur scène, en fait, tu n'auras personne, on est dans un jeu, et voilà. J'aime bien le jeu d'acteur pour ça. Et la pièce que j'ai écrite, là, et qu'on joue pour le moment, où je joue une personne handicapée mentale, il m'a fallu, on la joue depuis 3 ans, on a eu 2 ans de répétition, donc ça fait quand même 5 ans qu'elle tourne. Et c'est seulement il y a quelques mois, de nouveau, je le savais, mais il a fallu que ça descende. Et c'est seulement il y a quelques mois que je me suis rendu compte à quel point cette pièce, mais je joue une personne handicapée mentale, mais c'est moi, ce personnage, c'est moi. C'est moi dans toutes les parts où je me sens différent, dans toutes les parts où je suis perdu, où j'ai besoin de quelqu'un. Là sur scène, c'est mon frère, parce que moi je suis perdu. C'est moi dans toutes les parts où je vois des choses que les gens ne voient pas, où je sens, je perçois des choses que d'autres ne perçoivent pas.
c'est moi dans toute ma difficulté relationnelle avec certaines personnes, parce qu'on n'est pas du tout connecté au même niveau de sensibilité. Euh, c'est une catharsis à plein de niveaux, cette pièce. Et c'est complètement dingue. Il m'a fallu presque 5 ans pour me rendre compte à quel point j'étais en train de me mettre en scène. Et, euh, et c'est merveilleux. C'est fantastique de pouvoir exprimer cette partie-là de moi pleinement comme ça. C'est vraiment merveilleux. Et on pourrait aussi, pour cette pièce, peut-être faire un clin d'œil au rite de passage, puisque le contexte de la création, de l'écriture de cette pièce, c'est aussi la mort d'un des 3 membres de la compagnie ABC. Oui, oui, tout à fait. Quand Bruno. Mmh. Ben voilà, 6 ans après, c'est encore là. Hein. Après le décès de Bruno, on s'est posé la question, puisqu'on avait créé la compagnie ABC à 3, hein, Alexandre, Bruno, Claude. Alexandre et moi, on s'est posé la question de est-ce qu'on continue à deux, est-ce qu'on ouvre à d'autres, comment on fait. Évidemment, on allait continuer. Il n'était pas question qu'on arrête parce que Bruno n'était plus là. Ça, aucun des trois n'aurait voulu. Ça n'aurait pas eu de sens pour nous. Mais comment? Et le comment, on ne trouvait pas de réponse. C'était vraiment compliqué. Euh, Reprendre à deux était un peu compliqué. Ouvrir à d'autres, oula, ça venait me chercher dans quelque chose, c'était trop tôt. Euh, et puis un jour, ben voilà, cette pièce m'est tombée dessus, comme chaque fois, souvent quand j'écris, que ce soit plus sous forme de chansons ou de textes plus courts, ça me tombe dessus, pop, 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 c'est parti. Et en une grosse semaine, une première partie, et puis une deuxième partie un peu après, euh, elle était bouclée. Et quand cette pièce m'est tombée dessus, j'ai découvert, puisque moi j'écris et je ne sais pas où je vais, je ne sais pas combien il y aura de personnages, je ne sais pas de quoi ça parle au départ, j'écris ce qui me vient. Et puis après, bon, plus ça s'étoffe, plus je fais des choix parce que je vois où je vais plus ou moins. Mais au départ, je laisse faire, je ne sais pas du tout. Et j'ai découvert donc à un moment donné que Bruno venait s'inviter dans ce texte. Donc c'était Alex et moi, mon frère et moi qui jouent la personne handicapée mentale. Et puis à un moment donné, Bruno est venu s'inviter. Et il s'est invité par le biais d'un... Quand j'étais gosse, j'avais 2 nounours, dont un qui s'appelait Bruno. Et donc il s'est invité dans l'idée où mon personnage est encore très attaché à son nounours. Et puis, à un moment donné, arrive Bruno, parce que mon personnage, il voit Bruno qui est décédé, puisqu'il a des perceptions que son frère n'a pas. Et, et tout le quiproquo pour le spectateur de ne pas toujours savoir, oui, mais il parle de son nounours ou il parle de l'autre Bruno, et c'est qui cet autre Bruno qu'on ne voit pas, mais dont il tient la main pour venir saluer. Voilà, c'est une construction au fil de la pièce. Mais c'était merveilleux pour nous, parce que du coup, c'était clair, on pouvait jouer cette pièce, on la reprenait à 3 en fait. C'était pas est-ce qu'on fait à 2 ou est-ce qu'on ouvre à d'autres. Non, on joue à 3. On est toujours tous les 3. C'était une transition exceptionnelle. Et, euh, et ça permet de me raccrocher à ce que tu dis de rite de passage. Hein. Dans les grandes étapes de rite de passage, il y a l'avant, il y a l'après, et il y a le rite, cet état de marge, hein, où on est entre deux, on n'est pas encore passé, mais on n'est plus tout à fait là. Cet état de marche qui, suivant les tribus, suivant les cultures, peut varier d'un truc très... c'est le rituel, il a duré 1 heure, voilà, c'est l'état de marge. Ah, ça dure 1 semaine, ou
si on prend notre adolescence, ici en Occident, ça dure 10 ans, 15 ans, et le reste. Si ça se termine un jour, hein, c'est la question. Et donc, si on prend cette pièce comme un rite de passage, eh bien, on est dans l'état de marge. On est dans l'état de marge. Avant, on était avec Bruno. La prochaine pièce, on sera sans Bruno. Et ici, il est là sans être là. C'est, ouais. En fait, j'ai encore plein de questions que j'aurais envie de te poser, notamment sur le massage, on n'a pas parlé, sur des questions sur lesquelles on a beaucoup échangé, que je trouve importantes aussi, sur la notion d'argent dans l'accompagnement, sur l'école. Tout ça pour dire que voilà, il y a encore la matière, mais là je me dis que, alors sauf si tu me dis oui, non, il y a aujourd'hui un sujet, un de ces sujets ou un autre que tu aurais envie d'aborder, bienvenue. Mais voilà, je me dis que, comme je le dis parfois dans ces entretiens, que moi ça me donne aussi l'envie d'avoir un autre moment pour réaborder peut-être les mêmes choses et puis ces choses-là en plus, parce que comme on en parlait tout à l'heure, il y a des choses, de toute façon c'est bien de les entendre plusieurs fois pour que le fronton, pour que ça s'incarne, et puis que ben voilà, que ce soit toi ou que ce soit un autre être humain, on va certainement pas les mettre en capsule en une heure ou une heure et demie. Euh, et en tout cas pour ma part, donc du coup j'ai envie de témoigner, euh, de je ne sais pas comment dire, mais en tout cas de mon bonheur. Je dirais de mon bonheur, de, de vivre ce moment-ci avec toi, où le fond et la forme, pour le dire comme ça, sont d'une très grande cohérence. Où ces notions de nuance, ces notions de complexité, euh, la notion d'harmonie au-delà de l'équilibre, d'aller questionner les dogmes. Donc, à travers tout ça, j'ai l'impression que ce que tu nous disais dès le départ, que dans les premières phrases, que tout ça part de toi, en fait, et de ton cheminement, ben, c'est pas juste que tu nous l'as dit, c'est qu'on a pu le vivre avec toi, que ce soit bien sûr au moment de l'émotion que tu as manifestée en parlant de Bruno, mais il y a d'autres moments aussi, comme à certains moments quand tu parlais d'œuvrer pour la paix, ben, tu étais le premier à reconnaître, ben oui, c'est pas toujours le cas. Et je trouve que ça, c'est au-delà de ce qu'on pourrait dire l'humilité, tout ça c'est très bien, mais moi je reviens vraiment sur cette notion de cohérence. Et je trouve que vivre la complexité, la cohérence qui s'exprime, qui prend le temps, qui fait l'effort de s'exprimer, parce que là aussi, j'ai aussi toujours envie d'insister sur le fait que euh, c'est pas si facile comme exercice. Parce que quand on t'écoute, voilà, il est formateur, il est acteur, oh, c'est facile pour lui de se mettre devant une caméra et de répondre en plus aux questions d'un ami. Là, je crois que c'est pas si simple. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé et du coup, je te repasse la parole, bah voilà, pour conclure, pour dire des choses que tu as envie de dire aussi. Non, c'est pas si facile parce que en tant que formateur, je joue un rôle. En tant qu'acteur, je suis dans un rôle. C'est facile de se cacher derrière un rôle. C'est même si à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, on parle bien de soi, là, c'est quand même, je joue un personnage. Ici, on est plus dans. J'ai essayé en tout cas de ne pas jouer un personnage. J'y suis arrivé ou pas, j'en sais rien, mais j'ai essayé d'être tout à fait transparent et authentique. Et donc c'est plus compliqué, clairement. Je vais tu le sais, au slamerie, ah oui,
un jeudi par mois où il s'agit de dire un de ces textes. Euh, c'est beaucoup plus difficile, c'est 3 minutes maximum, c'est beaucoup plus difficile pour moi de passer 2 minutes là sur scène que de faire 1 heure et demie mon personnage dans la pièce que j'ai écrite. Parce que je ne suis pas derrière un personnage. Ce sont mes mots, c'est moi qui les ai écrits, c'est moi qui suis en train de les dire. Ça parle de moi, peut-être pas de façon directe, mais ça parle quelque part de moi. Il y a une mise à nu qui est beaucoup plus complexe que pour le formateur ou pour l'acteur sur une scène de théâtre. C'est différent. Et ici, il y avait quelque chose de cet ordre de mise à nu qui, je l'ai super bien vécu. Hein. À aucun moment, je me suis dit, ouais, c'est compliqué, mais je sens bien que ça vient chercher autre chose. Quoi. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, merci Avec beaucoup plaisir. Claude. Bah, voilà, on va pas se quitter tout de suite, hein, je te préviens. Je te préviens, mais là, ici, parce que voilà, il y a des caméras, mais et puis parce que aussi, pour moi en tout cas, on a beau être amis depuis si longtemps, il reste de la pudeur, et je trouve que, et aussi, bah, ces moments particuliers, c'est aussi l'occasion de dire à quel point tu es important pour moi, et que je suis voilà, très heureux que nous ayons vécu ce moment ensemble, et donc merci. Merci à toi.